Vous présenter notre programme de fin d'année. Déjà parce que c'est une année exceptionnelle pour nous, car nous fêtons nos 20 ans d'existence avec une série d'événements festifs mais aussi éditoriaux, comme l'apparition de nouvelles éditions poche pour nos grands succès du catalogue, Harari, Lomig, Inker, Fabrizio Dori, mais aussi parce qu'on a un catalogue de fin d'année vraiment exceptionnel, extraordinaire, à la fois parce que nous avons donc des livres emblématiques qui vont connaître une suite, aussi parce que c'est le retour de certains de nos auteurs phares de la maison. Et vous le verrez, parce que c'est l'arrivée inédite d'auteurs d'exception dans le catalogue. Mais voilà, trêve de suspense. Je vais commencer à vous présenter le catalogue sans plus attendre. Et je vais commencer par, par le retour donc de Fabrizio Dori, avec cette suite tant attendue du Dieu vagabond, qui avait donc 4 ans plus tard, qui avait gagné le prix Ouest France à Quai des Bulles en 2019. Et donc on replonge avec plaisir dans cette fable érudite et mythologique qui s'appelle Le Fils de Pan. Fabrizio avait donc encore beaucoup à dire sur ce conte initiatique onirique, et ce personnage de satyre qui s'appelle Eustace, qui pour rappel est donc coincé dans le monde d'aujourd'hui, le monde des mortels, plus précisément l'Italie contemporaine, car il a été déchu du Thiasos, qui est donc la cour itinérante de Dionysos. Et donc dans ce deuxième volet, il s'ennuie à mourir. En attendant que ses compagnons du Thiasos, qui se sont endormis au fond d'un lac, se réveillent d'une cuite phénoménale. Mais bientôt, il va pouvoir sortir de sa torpeur, car un enfant va venir le solliciter, un joli satyre aux boucles blondes, qui est donc le fruit des amours de la déesse Sélénée et du dieu Pan, qui l'ont donc envoyé à Eustace pour qu'il donc fasse son éducation sur Terre, qu'il l'aide à trouver sa voie, sa place dans le cosmos, sa spécialité de Dieu. Dans un premier temps, Eustace a très envie de se débarrasser de cet avorton non désiré. Sélénée et Pan se payent du bon temps et lui en paye les conséquences. Mais il va vite s'attacher quand même à ce petit garçon divin, comme nous, car on est donc charmé par ces questions certes naïve, mais souvent profondément philosophique, et son regard naïf sur notre monde, un peu comme un petit prince, qui finalement, à travers ses yeux d'enfant, souligne l'absurdité de notre monde contemporain. Ainsi, il va se demander pourquoi les êtres humains ont construit des voitures censées les aider à se déplacer plus vite pour se retrouver coincés et complètement immobilisés dans du trafic, dans des embouteillages urbains titanesques. Donc en fait, on retrouve vraiment dans ce deuxième volet de Fabrizio Dori cet humour fin, ce mélange savoureux, d'humour, de références littéraires et picturales, car effectivement Fabrizio vient du monde de la peinture, c'est pour ça qu'on a ces planches magnifiques et beaucoup de références. Et son génie, finalement, au-delà de raconter une vraie histoire intelligente, et de nous raconter l'art, la poésie et la philosophie avec énormément d'humilité, sans snobisme et sans fioriture. Donc, pour résumer, voilà, une suite de haute volée, rocambolesque, drôle et intelligente qu'on a hâte de vous faire lire. Ensuite, je vais inviter Nicolai Pinheiro à venir me rejoindre, qui donc, après L'appât à la nuit et Bibo Bradley, je sais pas si c'est un micro qui marche. Après donc L'appât à la nuit, qui se passait déjà au Brésil, et Bibo Bradley, nous propose un voyage dans le nord-est au Brésil. Ivo a mis le voile, commence par un plan sur une coccinelle qui se gare sur le bord d'une route poussiéreuse au Brésil à la fin des années 80. En sort un quinquagénaire à l'air très fatigué, qui pousse la porte d'un bar un peu miteux, qui commande une cachaça. Sa voix est à peine audible, il souffre visiblement d'un cancer de la gorge. Ivo, donc il s'appelle Ivo, a une vie sans concession, tabac, alcool, femme, mais son plus grand vice reste la route. Il a été tout le temps en perpétuel mouvement dans sa vie, loup solitaire. Et là, cette fois, plus qu'une autre, plus que toujours, il est le seul à savoir ce qu'il quitte,
qui il quitte où il va. Et donc quelques semaines plus tard, on suit donc Pedro, un jeune carioca, qui apprend la mort d'Ivo et qui va suivre les traces de ce périple, de ce dernier périple. On ne sait pas très bien quel est le lien qui les unit. Et donc, au cours de ce périple, il va faire des rencontres à la fois sensuelles et amicales. Et on va comprendre, nous lecteurs, quelle est la nature du lien qui unit les deux hommes et comment ce voyage va peut-être pouvoir leur permettre de se réconcilier par-delà la distance, l'absence et la mort. Donc, Nicolai, tu es toi-même franco-brésilien. Oui. Tu es né à Rio comme ton héros. Et surtout, tu as fait ce voyage dans le nord-est de Rio à Belém. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un de tes projets les plus personnels? Oui, je pense qu'on peut le dire. On m'entend? Ouais. Oui, je pense qu'on peut le dire sans aucun doute. C'est un projet personnel et familial, parce qu'il y a une dimension biographique et autobiographique dans ce projet dès le départ. Je vous la fais courte, mais il me semble que c'est tellement imprégné dans l'histoire que c'est difficile de ne pas passer par là. Ce livre a été écrit le livre dont la BD est inspirée, a été écrit par mon père qui est brésilien, et c'était son premier roman. Il a été publié au Brésil dans les années 90, et c'est un livre dans lequel il parle de son père à lui, donc mon grand-père, que je n'ai jamais connu, et qui est en quelque sorte ce personnage de Ivo, même si évidemment tout ça est de la fiction, mais enfin les frontières sont floues. Et c'est un livre que moi, pour ma part, j'étais petit quand il est sorti, mais je l'ai lu après étant adolescent, et je l'ai lu à différents moments de ma vie. C'est un livre que j'ai toujours beaucoup aimé, parce que je trouve que c'est un excellent roman, et aussi peut-être parce qu'il racontait un peu cette personne que je n'ai pas connue, qui était mon grand-père, qui était un peu ce non-dit familial, cette absence comme ça qu'il y avait dans ma famille. Et donc, bon, on se retrouve en 2021, il y a 2 ans. Je cherchais une idée pour un roman. Et je vous jure que ça s'est vraiment passé comme ça. Mon regard s'est posé dans ma bibliothèque sur le bouquin de mon père. Et ça m'est apparu en quelque sorte comme une évidence. Et en prenant le bouquin et en regardant la date, en regardant la photo de mon père sur la 4e de couverture, je me suis rendu compte que j'avais le même âge que lui à l'époque où il a publié. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose si on est sensible à ça, je ne sais pas, une sorte de passation de relais comme ça. Et donc c'est un projet effectivement personnel, en plus d'être un peu une mise en abîme, parce que je parle de mon père qui lui-même parle de son père, etc. Donc voilà. Et donc pour ce qui est de ma préparation de la BD, je suis parti moi-même sur les routes du Nord-Est. Donc le Nord-Est, c'est cette région du Nord-Est, donc du Brésil, qui est une région très contrastée, où il y a des plages absolument paradisiaques, une nature somptueuse, et aussi à l'intérieur des terres, des endroits qui souffrent de sécheresse, enfin qui sont très arides, etc. Enfin, c'est vraiment une terre de contraste. Il y a aussi beaucoup de richesse, beaucoup de pauvreté, comme souvent au Brésil, mais là encore plus qu'ailleurs. Et c'est ce Brésil-là qui n'est pas vraiment le mien, parce que moi je viens de Rio, que je suis allé découvrir. Donc j'ai mis mes pas en quelque sorte dans les pas du personnage pour préparer cette BD. Quand je suis revenu, j'ai attaqué avec mon carnet de croquis, j'ai attaqué le storyboard. Et voilà. Et comme ça se passe au début des années 90, fin des années 80, toi, comment ce voyage t'a nourri? Est-ce que tu penses que les choses n'ont pas tellement changé? T'as pu quand même... est-ce que c'est toujours en termes culturellement, la nature a finalement pas du temps changé, mais comment t'as pu t'appuyer sur ce voyage 20 ans après? Mais c'est effectivement, déjà, ça se situe à la fin des années 80, au début des années 90. Donc, pour le situer politiquement, on est à la sortie de la dictature militaire. Mais bon, d'une certaine manière, fomenter déjà les choses qui allaient, 30 ans plus tard, mener à certains chaos politiques qui a eu lieu ces dernières années au Brésil. Donc, tout ça est lié. Mais en même temps, cette histoire particulièrement se passe effectivement sur des paysages qui n'ont pas tant changé que ça. Ça se passe à cette époque-là, mais ça aurait pu être 10 ans avant ou 10 ans après, à part effectivement les modèles de voitures pour lesquels j'ai fait attention à pas faire d'anachronisme, où il fallait faire attention à pas mettre des portables dans la main des personnages, par exemple, des choses comme ça. Sinon, à part ça, ça aurait pu se passer à n'importe quel autre moment. Et il y a, oui, effectivement, ce Brésil éternel de contraste, de cruauté aussi. C'est des gens qui souffrent beaucoup. La richesse est très opulente, mais aussi très cruelle dans ces coins-là. S'il y a des propriétaires terriens qui fonctionnent comme une espèce de mafia locale, et des gens qui vivent dans une grande pauvreté. Et tout ça travaille ce peuple, ça travaille ses décors, et ça fait partie
enfin, c'est dans ce décor-là qu'évoluent les deux personnages, Ivo et Pedro, et ils vont être en prise avec ça aussi, avec cette réalité-là aussi. Et justement, il y a une particularité dans ta BD, c'est que les chapitres sont entrecoupés donc, de planches portraits, une sorte de portraits robots, de figurants ou personnages secondaires croisés sur la route par tes deux héros, avec à chaque fois une petite photo d'identité, je crois, au format des photos de rue au Brésil, et un petit texte qui explique. Donc voilà, c'est un peu. Tu as voulu un peu aller peut-être. Au-delà de ces... Quand on croise comme ça sur la route des visages, finalement sans connaître leur histoire, tu as voulu un peu faire un arrêt sur image sur eux. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est une sorte d'arrêt sur image qui dure le temps d'une page, donc pas très longtemps, où on voit un personnage qu'on a croisé en général quelques pages plus tôt, qui était par exemple un mec dans une échoppe, ou quelqu'un au bord d'une route, ou quelqu'un dans une station essence. Et on fait un zoom sur ce personnage, et dans un texte très court, on raconte qui... ou pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui lui est arrivé, mais comme ça, c'est comme une espèce de flash, c'est vraiment très succinct, et c'est une façon un peu d'inverser les rôles, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on est soi-même le héros d'une histoire et que les gens autour sont des figurants, plus ou moins. Bon. Et là, c'est une façon de jouer un peu en miroir avec ça et de raconter, en fait, derrière ce mec qui est derrière un comptoir dans une boutique et qu'on voit à peine en passant, se cache aussi une histoire, et c'est un peu la beauté du road trip, c'est qu'on croise toutes ces histoires sans jamais avoir le temps de s'y arrêter, mais pourtant elles sont là quelque part et il suffit de les raconter. Voilà. Et pour revenir enfin sur ce récit très particulier de road trip décalé en fait, entre un homme qui est en train de mourir et un jeune homme qui est dans la pleine fleur de l'âge, tu ne formules jamais clairement le mot père ou fils, même si on le devine, ça se dessine, mais toi, c'était important pour toi que que la nature de cette relation se révèle d'elle-même, sans que tu aies besoin de le dire. Oui, même si effectivement, il y a cette dimension autobiographique familiale qui fait que d'une certaine manière, le secret est déjà éventé par moi là maintenant. Et puis de toute façon, c'est pas ce suspense qui tient, qui parcourt l'histoire. Il y en a d'autres. Il y a d'autres péripéties, etc. Mais ça, ce mystère originel qui est de savoir quel est le lien qui les lie, finalement, me semble-t-il, n'est pas si important que ça, parce qu'on découvre non pas la nature en termes de rapport père-fils familial qui serait le leur, mais plutôt comment cette absence du personnage d'Ivo a été vécue par Pedro, et comment d'une certaine manière il essaie en essayant de le retrouver et de le comprendre un peu mieux, il finit par mettre ses pas dans les siens. Et c'est plutôt de cet ordre-là, quelque chose plus de l'ordre du sensible qui les lie, et finalement le fait de savoir s'ils sont père ou fils ou pas, d'ailleurs ça n'est jamais dit, et il me semblait que c'était pas très important. Voilà. Bon merci, en tout cas c'est une belle invitation au voyage au Brésil, et vous pouvez applaudir Nicolai, et je vais appeler... Merci. Un autre voyage avec Lomig, qui peut venir me rejoindre. Un voyage outre-Atlantique, dans l'espace et dans le temps, parce que après, dans la forêt, Lomig va donc retracer le voyage de John Muir il y a 150 ans, vers les années 1860. Donc John Muir, en 1867, était ingénieur industriel aux États-Unis, et suite à un accident très grave, il manque de perdre la vue. Et après des mois et des mois de convalescence quasi mystique et d'un rétablissement miracle, il prend une décision radicale. Il va tout quitter pour embrasser son rêve de toujours, qui est donc de partir plein sud à la rencontre de la vie sauvage, donc aux États-Unis, ce qui va le mener donc à marcher des centaines de kilomètres pendant des mois, et donc de la Floride à la Sierra Nevada, à Yosemite notamment. Et donc pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est plus connu aux États-Unis, John Muir est donc le grand héros mythique aux États-Unis, qui a donc contribué
à sauver la vallée du Yosémite, entre autres, mais aussi à fonder la pensée américaine de la protection de la nature et des parcs nationaux. Donc c'est un précurseur incroyable à une époque où la nature était vue comme un objet à mater, exploiter à des fins commerciales, un objet hostile. Et lui, un peu comme un doux rêveur, il va chercher cette rencontre à la fois dans ce voyage géographique, mais aussi intérieur et philosophique, parce qu'il a écrit des essais magnifiques sur lesquels tu t'es appuyé. Et donc voilà, un voyage intérieur qui fait aussi écho, je pense, aujourd'hui aux générations d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il était vu comme un doudingue. Mais aujourd'hui, tu nous permets de le rencontrer. Et effectivement, dans ce monde post-Covid, où le retour à la nature et la question écologique sont des préoccupations majeures, voilà, je pense que l'histoire de John Muir va trouver un écho en nous. Et donc, je voulais savoir comment il avait trouvé un écho en toi, comment tu avais rencontré John Muir et pourquoi tu avais choisi de raconter son histoire et en particulier ce premier voyage fondateur. Ouais, au départ, en fait, après dans la forêt, je savais que je voulais continuer à parler, mettre la nature au centre de mon album, quoi. Et j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombé un peu par hasard sur sa fiche Wikipédia parce que je le connaissais absolument pas. Et je me suis rendu compte qu'il avait une vie vraiment extraordinaire, quoi. Et donc, du coup, ça m'a interloqué. Et j'ai commandé en fait un de ses premiers récits de voyage, parce que voilà, il écrivait beaucoup de tous ses voyages, il les racontait. Et là, je suis tombé vraiment sous le charme de sa poésie, quoi. Sa vision de la nature aussi était vraiment très belle et ça m'a vraiment inspiré. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, si ça m'inspirait moi, ça pouvait aussi inspirer en fait du monde. Donc pourquoi pas faire un album dessus, quoi. Donc ça a commencé un petit peu comme ça. Et toute sa vie est hyper intéressante, mais moi j'ai voulu m'axer vraiment sur son premier voyage, puisque c'est le voyage qui va complètement le transformer, hein, parce que, comme tu dis, avant l'accident qu'il a eu très grave aux yeux, il était ingénieur, il travaillait dans une genre de scierie, et à la fin de son voyage, eh ben, il va complètement se consacrer, enfin, tout le reste de sa vie, en fait, jusqu'à la mort, à la protection de la nature, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de règles à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai que c'est pas la première fois donc, que tu dessines et racontes la nature spectaculaire américaine. Et donc tu as fait donc, dans la forêt une adaptation de Jane Englund. Et d'ailleurs, pendant que tu étais en train de faire Au cœur des solitudes, tu es allé toi-même en Californie. Pour la première fois, tu n'étais jamais allé aux États-Unis, répondant à l'invitation de Jane Englund elle-même. Et donc tu es allé dans la Sierra Nevada. Et donc est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu as rencontré Jane Englund et quel est ce voyage que tu as fait avec elle? Ouais, bah, Jean, quand j'ai travaillé sur l'adaptation de son roman, et c'est tout de suite dont été très intéressé par cette création, enfin le processus de création graphique, quoi. Et elle m'a dit qu'elle avait trouvé que j'avais senti en profondeur en fait ce qu'elle voulait raconter. Et donc il y a tout de suite un climat de confiance qui s'est installé entre nous. Et on a échangé beaucoup de mails. Et petit à petit, ben, on est devenus amis, hein. Et bien sûr, elle est californienne, donc on ne pouvait pas se voir. On a pu se rencontrer pour la première fois à la sortie Dans la forêt. Donc c'était à la 25e heure du livre au Mans. Et voilà. Et puis là, elle m'a proposé, elle m'a dit, écoute, maintenant que tu as dessiné Dans la forêt, ce serait peut-être bien que tu viennes te rendre compte. Je t'invite chez moi et tout pour voir de tes propres yeux ces forêts-là, quoi. Et du coup, il y a eu la Covid qui est passée par là. J'ai pas pu venir, quoi. Et donc, quand elle a su que je travaillais sur un nouveau projet Au cœur des solitudes et que ça se passait aussi en grande partie en Californie, elle a renouvelé son invitation, quoi. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'aller. Mais d'ailleurs, en fait, on voit très bien à travers ces planches magnifiques à quel point c'est bien senti, à quel point tu es aussi monté en niveau. Voilà, tout le monde qui a vu ton travail le note. En fait, on sent que ce sujet, tu l'as très très bien incarné. Et en fait, toi-même, donc pendant ce voyage, tu as été en immersion totale avec la nature parce que tu as bivouaqué, tu as marché seul face aux séquoias géants de 3000 ans qui ont été quelque part un peu sauvés par John Muir. Est-ce que ça t'a permis de te rapprocher de lui, de te mettre aussi dans ses bottes un peu, toi-même qui est un peu autodidacte aussi avec le dessin, lui qui est un peu autodidacte en herborisant comme ça. En fait, peut-être on peut dresser un parallèle entre toi et lui. Ouais, je sais pas, en tout cas, effectivement, c'était un voyage qui était très inspirant. Enfin, c'était magnifique, enfin, une grande émotion de voir ces immensités sauvages, quoi, hein, parce que du coup, j'ai passé la plupart de mon temps
à faire des grandes randonnées, des fois avec Jean, des fois seul. Donc c'est sûr que je pensais à Mourir quand j'étais dans ces grands espaces et j'imaginais par où on pouvait escalader tel mont, le Half Dome et tout. Donc voilà, j'ai aussi fait un petit peu parfois enfin, je faisais surtout des chemins balisés, mais aussi un peu de hors-piste, quoi. Et bon, très vite, à un moment, j'ai cru que j'allais me perdre, donc je suis revenu sur mes pages. J'ai eu peur qu'il y ait un petit fait divers, un dessinateur sur les pages de Je Mourir, perdu. Mais ouais, voilà, un gros moment intense de voir les grands arbres, les séquoias, quoi, qui ont 3000 ans quand même, un certain, et qui n'existeraient probablement plus aujourd'hui si John Muir n'avait pas participé à la création du parc national de Yosemite, quoi. Donc ça a dû te permettre de bien te connecter. Et je voulais finir sur le fait que, donc après avoir rencontré cet homme, son voyage à travers le tien aussi, et ses textes, que tu as été très touché parce qu'il y a une vraie valeur littéraire, tu as eu la chance, en allant aux États-Unis, d'accéder donc, enfin d'aller voir sa maison, et surtout d'accéder à des archives à l'Université du Pacifique, qui vont faire donc l'objet d'un livret exceptionnel à la fin du livre, avec un certain nombre d'archives. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette iconographie à laquelle tu as eu accès ? Oui, effectivement, j'ai pu visiter sa maison à Martinez, qui était vraiment l'endroit où il a vécu avec sa famille. Mais effectivement, le plus chouette, c'est d'accéder aux archives, quoi, vraiment de pouvoir toucher et feuilleter ses carnets de voyage authentiques, quoi, avec ses dessins. Donc John Muir faisait aussi du dessin, quoi. D'ailleurs, les endroits où il dessinait ont été retrouvés, quoi. Enfin, on sait exactement où il était. Il dessinait très bien les paysages, beaucoup moins les personnages, par contre. Et donc, ouais, c'était génial de voir des ouvrages qui datent qui ont 150 ans, quoi. Et c'était un vrai privilège de pouvoir voir ça, et du coup, une grande émotion pour moi. Pour nous aussi, et donc vous verrez à la fin d'Au cœur des solitudes, où on a donc ce livret avec un essai donc du directeur de collection des archives Mike Wurtz, qui est donc américain, avec un certain nombre de photos, dont des photos de John Muir, où il pose aussi avec Roosevelt. Voilà. Et donc deux BD de voyage, et merci Lomig. En octobre, j'appelle Magali Lehuche pour Les Petites Reines. Donc en octobre, on va avoir donc la rencontre absolument exceptionnelle de deux autrices phares de la maison, Clémentine Beauvais et Magali Lehuche. Donc Magali adapte Les Petites Reines de Clémentine, qui est donc son best-seller et aussi notre grand succès de la collection Exprime, qui est donc notre collection de romans jeunes adultes chez Sarbacane. On ne présente plus Magali. Qui a donc fait les excellents Art déco de Strasbourg, qui est une autrice chez Sarbacane phare depuis ses débuts, qui a signé ses propres textes, et voilà, récemment aussi Nowhere Girl, très reconnue aux éditions d'Argo. Et donc en quelques mots, Les Petites Reines, c'est l'histoire de 3 collégiennes, Malika, Mireille, Mireille et Astrid. Voilà. Et donc qui ont, les pauvres, gagné un concours très cruel organisé par leurs camarades, qui est le concours des boudins. Donc elles ont reçu les 3 premiers prix, qui donc les consacrent comme les 3 filles les plus moches du collège. C'est ça. Voilà. Et au-delà de ce concours cruel, elles vont se rendre compte que leur destin se rencontre en un lieu et en une date, la Garden Party de l'Élysée le 14 juillet. Pour Mireille, ça va être l'occasion de rencontrer son géniteur de père, qui donc est marié à la présidente, je crois, mais qui ne l'a jamais assumé. Oui, il ne sait pas en fait. Il connaît pas son existence. Il ne sait même pas voilà. qu'il a une fille. C'est ça. Pour Akima, de confronter donc le général assassin, qui est donc responsable d'un accident grave qu'a subi son frère ancien militaire. Et pour la dernière Astrid, bon, c'est plus léger, mais devoir performer Indochine, dont elle est fan absolue. Hyper important. Bah oui, c'est vrai. Et donc, elles décident toutes 3 de partir de Bourg-en-Bresse à Paris à vélo. Et pour financer ce voyage un peu insolite, de vendre sur la route des boudins.
Voilà. Donc, c'est une comédie jubilatoire, une revenge story. Il y a quelques points de rencontre, d'ailleurs, entre ton Overgirl autobiographique, parce que tu as un peu l'âge de tes héroïnes, ça parle de la phobie scolaire, mais surtout d'un sujet grave à grand renfort d'humour. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce qui t'a charmé dans le texte de Clémentine ? Alors déjà, moi j'avais lu, avant de lire Les Petites Reines, j'avais lu Songe à la douceur que j'avais adoré. J'avais rencontré Clémentine, je me demande si c'était pas aux 10 ans de Sarbacane, je crois, et j'avais passé la soirée avec elle et j'avais trouvé hyper drôle, hyper vive, hyper intelligente. Enfin, bref, elle m'avait marquée, quoi. Donc j'avais lu Songe à la douceur et ma fille, qui a aujourd'hui 15 ans, c'est elle qui m'a vraiment conseillé de lire Les Petites Reines. Donc j'ai lu Les Petites Reines et quand du coup, Frédéric m'a lancé l'idée de l'adapter. J'avais la pression parce que ma fille avait adoré déjà. Mais c'était génial, quand même un espèce de monument à commencer à adapter ce texte. Forcément au début, moi j'ai toujours envie et peur à la fois parce que pourquoi adapter un roman qui a du succès ? Qu'est-ce que je vais apporter ? C'est toute la question que je me pose quand j'ai beaucoup aimé un roman, quand le texte est génial, quand le roman est génial. Et en même temps, moi j'adore ce travail d'adaptation parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du comédien. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression de me mettre dans le cerveau de Clémentine et de jouer, d'essayer de jouer tous les personnages. Et comme c'est pas moi qui ai écrit le texte, c'est vraiment assez génial en fait. Et j'ai pris un plaisir fou à scénariser, à essayer de voir quelle scène, comment, quelle psychologie des personnages. Et donc j'ai encore plus pu me rendre compte à quel point ce texte est riche, intelligent et hyper drôle et hyper sensible. Et puis, en effet, qui touche des sujets, moi, qui me touchent parce que ça me rappelle des choses de mon adolescence. Parce que même si on n'a pas été un boudin, parce quand on est une fille, on est toujours ramené à son corps. Hein, c'est hallucinant, mais c'est vrai. Et je me le dis à chaque génération. Mais on s'est toutes senties à un moment donné pas très bien dans sa peau. Et ma fille qui a lu le livre a aussi, à l'âge où c'est cruel aussi, au collège. Enfin voilà, il y avait plein de... Tous ces sujets-là me parlent et m'ont donné envie de trouver comment graphiquement je pouvais apporter un peu ma... En tout cas, tu l'as vraiment apporté parce que, avec ton style, comme vous le voyez, très vivant, incroyablement sensible, et ton humour, hein, tu as énormément d'humour et qui se marie très bien avec l'humour de Clémentine. Et effectivement, pour parler d'un sujet assez grave, parce que là, il s'agit un peu d'harcèlement, et tu vois, c'est étonnant parce que le livre de Clémentine, il est sorti avant que la vague MeToo déferle en 2017. Aujourd'hui, tu en fais une adaptation qui est plus que nécessaire. Et comme tu le dis, ta fille qui a 15 ans, qui était peut-être trop jeune pour lire Les Petites Reines quand le livre est sorti, et finalement, c'est un livre qui fait toujours écho. Donc, c'est-à-dire que ces questions sont toujours brûlantes, qu'à la fois, c'était un récit pionnier, que ton adaptation est nécessaire et que peut-être que les choses n'ont pas encore changé et qu'il faut encore... voilà, mais avec cette approche pleine d'humour en fait, parce que ces personnages-là, ces héroïnes, sont pas du tout dans la victimisation, elles sont hyper charismatiques et hyper drôles. Elles prennent l'insulte et le harcèlement avec beaucoup d'humour, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît dans le texte de Clémentine, c'est qu'il y a un décalage. Elle est forte avec ça, quoi. Là, vraiment le décalage et l'humour qui met en avant des choses graves. Enfin, moi, j'aime bien ce mode de façon de faire, quoi. Enfin, c'est encore plus percutant. C'est que parfois c'est violent par moments. Vraiment, il y a des scènes qui j'ai pas forcément mis toutes les scènes mais il y a des moments qui sont vraiment tragicomiques et moi ça me parle complètement. Et je pense que ça doit certainement parler très fort aux adolescentes et surtout leur donner de la force. Enfin, en tout cas, moi, j'espère avoir réussi, ou en tout cas, ce que j'ai voulu, c'est montrer cette volonté, en fait, qu'ont ces trois copines, menées un peu par Mireille Laplanche, d'aller de l'avant et d'en faire une force, en fait, de faire une force de ce concours abject et voilà. Et en fait, moi, c'est ce qui me touche énormément dans ces trois filles, de ces trois copines féministes et puis et pleines de vie. Et ça donne envie d'aller sur la route, quoi.
un peu. Ouais, c'est clair, ça donne envie de. Bah, c'est vraiment une revenge story, mais pétaradante et girl power. Et du coup, toi, tu as quand même donc adapté, parce que voilà, c'est quand même un livre, un des premiers livres de Clémentine. Est-ce que tu as dû faire des adaptations? Est-ce qu'il y avait des petits anachronismes, des choses que toi, tu as dû faire des choix? Alors, pour tout ce qui est réseaux sociaux, parce que c'est une vraie question aujourd'hui. Voilà. Mais alors, le problème se pose pour dans 10 ans. C'est un truc sans fin. Et donc, il y a 10 ans, c'était très Facebook. Alors là, j'ai essayé de plus mettre les échanges sur Insta, sur Snap, enfin, quoique Snap, je crois que c'est plus... Enfin, mais moi, il faut que je mette à la page, quoi. Oui, d'autant qu'en plus, le harcèlement passe aujourd'hui beaucoup par les réseaux sociaux, donc en fait, c'était important pour toi d'actualiser ça, quoi. Ah ouais, ça, c'était hyper important parce qu'il y a une vraie cruauté, il y a un vrai renfermement, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est problématique, en tout cas. Enfin, moi, je suis parent d'ados et je trouve ça compliqué d'aider enfin je sais pas moi comment à 13 ans si j'avais eu les réseaux sociaux déjà j'étais pas hyper bien à l'école mais j'étais contente de rentrer chez moi. Aujourd'hui je suis pas sûre que les ados pas bien à l'école soient contents de rentrer chez eux parce que c'est pire après sur les réseaux. Enfin il y a vraiment voilà ça elle l'avait bien perçu Clémentine à l'époque déjà avec Facebook, mais là je pense que ça va pas en s'arrangeant. Bon après il y a des choses, alors ma fille elle me dit mais il n'y a pas que des trucs nuls sur Instagram, il y a aussi faut voilà, faut vivre avec son temps, mais je pense que quand c'est difficile, ça peut être vraiment très difficile sur les réseaux. En tout cas, merci beaucoup et je pense, j'espère que ce livre va donc toucher, il est d'utilité publique encore aujourd'hui et surtout une super lecture très drôle qui va toucher, j'espère, les garçons et les filles de toutes les générations. Merci. Magali. Et donc, je vais finir en novembre avec le livre événement de la fin d'année, Le voyage de Shuna, d'Hayao Miyazaki. Donc voilà, donc ça on est très très fiers. Ce livre a été publié au Japon en 1983, il y a 40 ans, avant donc sa seule autre œuvre imprimée, Nausicaa et la vallée du vent. Depuis, Miyazaki n'a jamais voulu le faire publier à l'étranger. Et après 40 ans, convaincu par son fils, il a choisi donc les éditions Sarbacane pour porter ce chef-d'œuvre auprès du public français. En plus, une année donc importante pour nous, car il s'agit de nos 20 ans. Rapidement, Le voyage de Shuna, ça raconte l'histoire d'un jeune prince qui regarde impuissant son peuple souffrir de la faim, car leurs terres devenues stériles ne veulent plus faire pousser des céréales. Un jour, il entend parler par un voyageur d'une graine dorée miraculeuse qui proviendrait d'un pays lointain à l'ouest, peuplé d'êtres divins, hostiles à l'homme, et dont personne ne serait revenu. Et donc le voyage de Shuna est cette épopée écologique magnifique et donc dans laquelle on retrouve tout ce qu'on aime de Miyazaki, tous les éléments constitutifs de son œuvre qu'on retrouvera ensuite dans ses films d'animation. Donc tout prend racine en fait dans ce roman graphique de 160 pages de bonheur pur. Voilà, tout le goût de l'aventure, le sens de la narration, le sens de la beauté, évidemment le style graphique inimitable du grand maître, avec ses aquarelles sublimissimes, et puis bien sûr les préoccupations écologiques. Donc voilà, c'est vraiment un livre fondateur de son œuvre qu'on est très très fiers de représenter en France. Et donc à livre exceptionnel, plan promo exceptionnel. Donc nous allons faire plusieurs unes de magazines PBD. Nous avons acheté donc des pages de publicité. Il y aura, voilà, c'est un livre France Inter, donc ce qui inclut plusieurs passages en antenne, 14 spots de 30 secondes 2 fois par jour, 80 secondes de Nicolas Demorand notamment. Une campagne sociale des réseaux sociaux avec des partenariats TikTok, YouTube, Instagram avec des influenceurs, des partenariats institutionnels et également dans vos points de vente une PLV, une colonne 4 étages, une grande affiche. Voilà, donc on a vraiment mis le paquet parce que c'est évidemment exceptionnel pour nous, mais aussi pour tous les lecteurs français de découvrir ce chef-d'œuvre. Et c'est sur ces mots donc que je m'arrête et je vous remercie de votre aimable attention.